est situé sur la commune de Plusquelec, donc la partie donc du canton de Callac, dans la partie sud-ouest des Côtes d'Armor. Vous êtes arrivé à l'ouest de Toulouse et à l'est de Bordeaux. Donc ici, nous sommes au sud Morbihan, pas loin de Vannes et à l'entrée de la presqu'île de Rhuys. On est à Gramont, dans les Monts du Lyonnais, c'est le département de la Loire et la région Rhône-Alpes. On est dans le sud allié. L'Allier, c'est l'Auvergne. À Léniac, dans le sud du Cantal, et au sud de la Dordogne, à la limite du Lot-et-Garonne. On est à 30 km au sud de Rennes. Entre Le Puy et Clermont-Ferrand, à peu près à mi-chemin. Allez! On boira plus tard. Allez. Allez! Je me suis installé à Safré en conventionnel en 89. Dès que j'ai pu, je suis allé à la rencontre de producteurs qui étaient déjà en bio. Et donc j'ai appris comme ça au fur et à mesure au contact d'autres producteurs bio. Dans l'agriculture biologique, ce qui m'animait, c'était justement la dimension sociale globale et le fait que l'agriculture conventionnelle était avant tout un drame collectif pour l'humanité. Quand j'ai eu mon agrément bio, ma laiterie a démarré une collecte bio. En 92 en 93, les exigences qu'on avait vis-à-vis de ces laiteries en disant il y a un groupe sur votre zone de collecte, vous démarrez, vous êtes un gros groupe laitier, est-ce que des volumes vous intéressent, qu'est-ce que vous êtes prêt à donner en termes de plus-value et comment on valorise tous les producteurs bio, sachant que c'était une coopérative. Et on a eu en face, on a eu des gens qui ne nous ont apporté aucune réponse en termes de valorisation de tous les producteurs sur la zone. Nous, on voulait une valorisation pour tous les producteurs. Et donc, il n'y a pas eu d'engagement là-dessus. Et la valorisation qu'ils donnaient à l'époque était faible au fait par rapport à d'autres laiteries qui le pratiquaient. Ils démarraient avec une valorisation en dessous. Donc, on trouvait anormal qu'une coopérative allait tirer vers le bas, en fait, les prix aussi. Le seul modèle économique où c'est pas le vendeur qui fait la facture, c'est bien le producteur quand même. Ça existe pas ailleurs, ça. Enfin, ou alors je me trompe, je sais pas. C'est toujours celui qui vend qui fait la facture. Il dit tu me dois tant. Bah, la laiterie c'est l'inverse, non? C'est la laiterie qui vient chercher ton lait et dit tiens je vais te donner tant. C'est quand même bizarre ça. C'est un truc que j'ai jamais compris. Ben voilà, on a essayé de remédier à ça. Pour moi, l'idée était que la bio était l'agriculture de demain. Les outils de transformation, ils existaient en France, en conventionnel. Et donc il fallait plutôt se servir de ces outils-là et nous devions assurer ce qui manquait entre les deux, c'est-à-dire la collecte. L'idée du GIE nous est apparue la seule structure permettant de rassembler les producteurs, d'apporter une valorisation à tout le monde. On s'est heurté au fait que les laiteries sont toujours d'ailleurs dans une idée où le producteur quelque part c'est ça, c'est une notion un peu d'appartenance et les producteurs qui se fédèrent et qui organisent les choses et qui vont discuter collectivement, c'est comme un rapport de force qu'ils n'ont pas envie de voir. La laiterie nous avait dit on est en train de démarrer les yaourts vrais pour Carrefour. Donc c'était la première fois qu'il y aurait des yaourts en grande surface. C'était facile d'imaginer qu'il en faudrait beaucoup et qu'on ne trouve pas des producteurs bio du jour au lendemain puisqu'il faut 2 ans de conversion. Donc il nous avait dit on aura des besoins mais on n'ira pas chercher le lait en Loire-Atlantique. Nous pensions vraiment que l'option de regrouper l'offre, d'avoir un camion et de transporter le lait permettait de résoudre ce problème et d'apporter le lait plus loin à d'autres usines hors région si besoin. Et donc pour nous c'était une évidence et il fallait simplement convaincre nos copains. Et ça a été l'enjeu de l'automne 94. C'est là qu'on a rencontré Jacques Chiron, qui est venu ici avec Yannick Suto, et il nous a exposé le projet. Mais voilà, la rencontre elle était, je ne sais pas comment dire, un peu de surprise au départ et ça a été presque magique après. Parce que d'ici, on a été directement à Sarzeau et au bout d'une heure et demie, pour nous, c'était une évidence. Le projet, c'était ça et pas autre chose, quoi.
C'était quoi l'évidence? C'était là qu'il fallait être. On devait participer à cette aventure-là. Voilà. Les producteurs qui créent Biolay étaient des gens comme nous, avec les mêmes idées, exactement. Ils étaient motivés comme c'est pas possible, mais dans la galère, dans une vraie galère, parce que voilà, il y avait du lait de collecté qui était vendu en conventionnel et qui était même pas vendu par moment, parce qu'il fallait le collecter et trouver une laiterie pour l'acheter, ce qui n'était pas évident. À chaque fois que des producteurs ont essayé de faire la même chose, en essayant d'abord de vendre leur lait pour savoir s'ils pouvaient acheter un camion, ben, ils n'ont jamais acheté de camion. Il faut d'abord créer un service, le proposer, et là, si des gens en ont besoin, ils le prennent. C'est là que l'idée de Biolay naît, quoi. Voilà. Donc, on est en 31 octobre 1994, on fait, donc ça fait 20 ans dans quelques jours, on fait l'assemblée générale, on va dire administrative, c'est-à-dire qu'on remplit les papiers, on dépose les statuts. Alors on a acheté un camion, un vieux camion qu'on a été chercher dans l'est de la France. Enfin voilà, donc au minimum en termes de prix, parce qu'on était à 6 producteurs collectés, c'est tout quand même. Donc ça faisait quand même pas énormément de volume. Avec l'idée que la coopérative du coin a besoin de lait, a le projet bio, donc elle nous achètera du lait bio, même si pour l'instant on ne trouve pas un terrain d'entente sur les modalités, on est persuadé que ça pourra se faire. C'était un moment qui était pas facile à vivre parce que c'était plein d'incertitudes, on ne savait pas du tout où on allait. C'est-à-dire que d'un côté, moi je partais d'une situation où j'avais mon lait qui était collecté, qui était payé avec une valorisation bio, et je savais pertinemment que en démarrant, j'allais plus avoir de valorisation bio, et je ne savais pas quelle valorisation j'allais avoir pour le lait parce qu'on ne savait pas sous quelles conditions, combien on allait le vendre et où. Et donc on venait à Biolay pour toucher zéro. Bon, ça fait des mois pendant quelques années au début. C'est un peu de la folie. Hein. C'est un peu de la folie, ouais. Ouais, c'était un peu de la folie. Mais ou alors il y a une dose d'inconscience, je ne sais pas, mais ça ne nous a pas paru de la folie tant que ça en fait. Hein. Sur le long terme, on était sûr que ça allait se passer, quoi. Et que ça allait faire boule de neige et que d'autres allaient nous rejoindre. C'est ce qui s'est passé. Comme j'étais déjà habitué à vivre en étant tourmenté, là j'ai trouvé encore plus d'occasions d'être tourmenté, puisqu'évidemment j'ai été actif pour convaincre mes copains, collègues et les rassurer. Ils m'ont fait confiance et j'étais chargé de cette confiance-là. Et j'avais en gros l'obligation de réussir, en tout cas c'est l'obligation que je me donnais. La première pression qu'on a vue, c'est quand on a acheté nos tanks à lait. En fait, on choisit une marque de tanks à lait que les conditions, je ne sais pas si c'était beaucoup plus avantageuses, mais bon voilà, on avait décidé d'acheter nos tanks avec ce fabricant. Et quand le marché a été traité, le lendemain ou le surlendemain, il nous a dit désolé les gars, mais je peux pas vous vendre les tanks parce que je risque de perdre des gros marchés avec une laiterie si je vous vends à vous. On a eu plusieurs fois par la suite comme ça des responsables qui nous ont dit nous on ne veut pas, on ne traitera pas avec vous parce que c'est l'exemple que vous donnez. L'exemple d'organisation de collecte et le risque qu'ils pensent avoir que de voir les gens se grouper au fait, de grouper leur collecte et de négocier collectivement le prix du litre de lait. Et ça, ils ne voulaient pas le voir. Même si petit, c'est quand même un exemple qui était là, qu'ils ne voulaient pas voir. Tout a été fait par ceux qui estimaient que notre projet était subversif et destructeur. Tout a été fait pour empêcher que nous réussissions dès le départ. On a tous douté, tout le groupe, on a tous douté à un moment ou à un autre. On se voyait régulièrement pour l'état d'avancement un peu et des tractations qu'on avait en termes de valorisation. On se voyait régulièrement en sachant est-ce qu'on continue encore la semaine d'après, est-ce qu'on collecte ou est-ce qu'on arrête. Plusieurs fois on s'est posé ces questions-là au début parce que c'était quand même assez dur de voir les producteurs, enfin moi qui faisais partie du groupe, qui étions collectés, qui étions payés moins cher que le prix du conventionnel. Des autres qui faisaient partie du groupe mais qui n'étaient toujours pas en agrément bio, donc qui n'étaient pas collectés par nous, ils étaient payés plus cher effectivement que nous, qui ont dû avoir une valorisation pour
pour le bio. Donc ça a été très dur. Mais après, il y a tellement eu un esprit de groupe au fait et d'objectifs à atteindre que ben voilà, on se serre les coudes un peu et on serre les dents aussi, mais on continue. Il y a eu quelques défections, mais pas beaucoup. Enfin, on était plus sur un fonctionnement où ce qu'on voulait, nous, c'était en gros un fonctionnement un peu coopératif, réinventer un peu la coopération, quoi. C'était un peu ça, quoi. Disons, la coopération, c'est devenu des structures où le paysan n'a plus toujours sa place, c'est l'administratif qui a une place importante et qui dicte aussi les orientations. Donc nous, on voulait effectivement que notre structure soit portée par les producteurs et que c'est les producteurs qui la gèrent. J'étais responsable des ventes, donc je l'ai dit, j'étais responsable qualité. Donc c'est-à-dire que je recevais les échantillons des laiteries pour faire des analyses. Mais c'est moi qui préparais ça dans mon garage avec la petite goutte bleue pour le conservateur et tout. J'en avais plein le garage. Comme j'étais responsable des ventes, je faisais les accords de collecte avec les laiteries. À l'époque, c'était Tribala. Je passais une demi-heure au téléphone pour chaque citerne, pour les taux, pour voilà. Et après, je faisais la facture à la main. Donc les dernières factures, pas que je me trompe dans les chiffres parce que c'était en francs à l'époque. Ça devait être 100 000 francs. Ça commençait à faire, je recomptais 5 fois. Ouais. Mais c'était impressionnant. Ça durait un moment. Hein. Je me suis retrouvé à aller dépanner un camion dans le centre-Bretagne. Un jour, il y avait du brouillard, on y voyait que dalle à 5 mètres à 4 h du matin. Et tu te doutais de tout ça Ah non, je ne sais pas. Mais bon, les mecs, les 6 qui ont démarré, quand ils ont été chercher le camion pour la première collecte dans l'est de la France, pour la collecte qui devait se passer un jour ou deux après, c'est la même chose. C'est dans le même état d'esprit et voilà, on met la main à la pâte, mais on y est jusqu'à là. Hein. Il était inconcevable qu'une laiterie soit obligée de nous téléphoner pour nous demander du lait. Donc, c'était encore plus il vous fallait, reconnaître. voilà, donc il fallait sauver les apparences et il fallait que ce soit nous qui proposions le lait. Donc quelqu'un m'a dit tu devrais appeler telle personne parce que en ce moment il serait certainement prêt à vous acheter du lait. Donc je l'ai fait, parce que si c'est pour sauver les apparences, moi ça ne me pose pas de problème. Et donc 3 jours plus tard, notre camion livrait et un contrat était signé, tout allait bien. Là, vous aviez... Donc on avait rempli, l'objectif était rempli. L'idée de base, c'était de répondre à la laiterie qui disait nous on collecte celui-là, celui-là et celui-là, et pas celui-là. Et pourquoi pas celui-là? Parce qu'il est, je dis 300 mètres plus loin, mais voilà, c'est 10 km quoi, plus loin, et il n'est pas rentable. Donc ça veut dire que lui peut faire de la bio, lui peut faire de la bio, mais lui non, c'est pas la peine, il n'en fera pas, il n'en fera jamais. Donc la bio partout et pour tous, c'était quand même de mailler le territoire et d'avoir le maximum de producteurs en bio. Donc si on commence à dire lui il fait, lui il fait, lui il fait pas, ça marche pas, quoi. Et l'idée c'était ça aussi, pour nous. C'était qu'il y ait le maximum de producteurs, donc il fallait qu'on développe. Nous avons poursuivi, décliné cette réalisation du 44-56, on l'a étendue au Maine-et-Loire et à toute la Bretagne, fin 95, en générant des coûts de collecte beaucoup plus importants que la première année, en faisant tout le tour de Bretagne avec presque rien dans le camion, en faisant donc des choses qui, du point de vue de la rationalité économique telle qu'elle est regardée en général, était complètement aberrante. Donc le premier semestre de 1996 a été le pire de l'histoire. Il a été pire que 2002. Mais ça, très peu de gens l'ont vécu. C'est-à-dire pourquoi il a été pire? Parce que vous aviez vraiment... Nous avons vendu les 2/3 du volume en conventionnel. 66% du volume en conventionnel. Donc un seul tiers était vendu en bio. Mais si ça continuait comme ça, on arrêtait fin 96. Et la vache folle est arrivée. Et la sécheresse. Et là, à partir de ce jour-là, on a manqué de lait bio pendant 5 ans. Nous avons profité de cette situation pour investir
une partie de ce prix du lait qu'on aurait pu avoir aux producteurs, on l'a investi dans des nouvelles collectes et pour finir le Tour de France, qui là du coup était devenu une évidence. Mais on a fait des choses qui n'étaient pas raisonnables. T'as l'impression aujourd'hui? Bon oui, mais on savait en plus. Il y a un moment où c'était pas raisonnable sur le coup. C'est ça le truc en fait, financièrement. Mais ça devient forcément après. Mais si on le faisait pas, c'était perdu. C'était perdu, soit que les gens ils restaient pas en bio, parce qu'il y avait des gens qui étaient en bio qui n'étaient pas collectés, soit qu'ils étaient récupérés par une autre laiterie, mais qui n'auraient pas développé tout le secteur en bio, qui auraient pris, comme je disais, un ou deux et qui auraient laissé les autres. Quand on a démarré des zones dans le Massif central, on ne connaissait pas, des zones qu'on ne connaissait pas. Je me souviens de déplacements pour aller voir les producteurs dans des périodes où il y avait de la neige. Quand le soir, tu ne sais plus sur quelle route tu es en voiture, on se dit comment on fait avec des camions. Donc c'est plein de questions, mais après on trouve tellement de producteurs qui étaient depuis longtemps parfois en bio, qui n'étaient pas valorisés et qui étaient d'ailleurs étonnés parce qu'on était des gens de l'Ouest, qui allions dans ces zones défavorisées, qui avaient souvent une vision des Bretons plutôt producteurs importants, plutôt centrés sur eux, défendant leurs propres intérêts, et là venant dans des zones en disant vous pouvez venir avec nous, voilà, vous allez avoir une valorisation, on mutualise, mais ça va être coûteux, mais tant pis. Enfin, voilà, nous c'est les producteurs bio, nous intéresse le développement de la bio. Décider que nous puissions faire le même prix pour tous les producteurs, quelle que soit la région, c'était un pas très très important. Donc on l'a fait en 97, au moment où on démarrait la collecte, le 1er avril 97, donc dans le Nord, Pas-de-Calais. Et à partir du moment où on le faisait là, ça pouvait se décliner sur toutes les régions. La ferme ici, ça représente quoi? C'est en surface? On a une centaine d'hectares avec 50 vaches laitières et on fait une vingtaine d'hectares de céréales. En bio, ça doit faire plus de 30 ans, quoi, je pense. Je ne sais pas regarder, mais quelque chose d'intéressant, de différent. Quelque chose de différent, à mon avis, c'est toujours intéressant. Et c'est motivant quelque part. En plus, il n'y avait pas tout l'encadrement qu'il y a aujourd'hui. Le conseil technique, il n'y en avait aucun. Ce qui est de bien, c'est quand un vendeur venait chez vous, vous disiez que vous étiez en bio et il repartait tout de suite, on était tranquille, quoi. Je crois que c'est par rapport au progrès, c'était un retour en arrière. Ah ouais, les gens avaient ce sentiment-là. Ce sentiment-là. Donc psychologiquement, c'était impossible de revenir en arrière. Il y avait le progrès, il y avait les Bretons qui étaient en avance. Ici, c'était vachement important, ici, les Bretons qui étaient en avance. Il fallait suivre ce modèle-là. Et puis, ce faisait entrefaite, et donc j'ai un coup de fil un jour de producteur de Loire-Atlantique en disant, voilà, et on collecte, peut-être on se rapproche un petit peu de chez vous, là. Est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que ce serait possible? Est-ce que... Dans les téléphones de ma femme, elle m'a dit, voilà, on est dans l'Aveyron, on arrive, est-ce qu'on peut coucher? Je suis arrivé le soir, elle m'a dit, oui, il y a des gus qui ont téléphoné, ils arrivent à 3, ils veulent coucher, on ne les connaît pas, et tu as dit oui. Et il y a quelque chose de bizarre là. Et c'est pas par hasard, quoi. Les choses ne sont pas par hasard et elles sont faites comme ça. Le fait que ce soit des producteurs en bio, enfin, il y a des choses qui ont passé en dehors du côté collecte, du côté valorisation, c'était autre chose qui a passé. Il n'y avait pas que mon exploitation, il n'y avait pas que valoriser, il y avait le développement un petit peu de la bio en général et qui pouvait apporter ça. Et donc là, c'était une structure pour moi de producteurs dynamiques qui n'avaient pas peur. À l'époque, je crois qu'il faut le dire, qui n'avaient pas peur, qui étaient capables de faire des trucs. Voilà, on est au mois de début décembre, on peut commencer à collecter début janvier. Ouais. Problème de quotas, problème de camions, problème logistique, il y a tout ça quoi, dans une région. Peur de rien. Quoi. Peur de rien, voilà. Donc il y a peut-être ce côté un petit peu qui, je me dis, peut-être y aller avec ces gars-là, ils ont du bouillon, voilà. Allez les filles. Allez. Bien vite, bien. Allez Fortune.
s'était installé en bio pour s'installer en bio parce que c'est ce qui nous intéressait. Et à l'époque, il n'y avait pas de collecte bio, on ne s'était pas posé la question. Et du coup, ça ne nous travaillait pas particulièrement. Jusqu'au jour où on a vu passer un petit article dans Réussir l'élevage qui parlait d'un GIE bio-lait en Bretagne. Et à l'époque, j'avais lu avec intérêt, je m'étais dit, ils ont de la chance. Il y a un truc qui collecte du lait bio en Bretagne, mais bon, on est un peu éloigné, ça ne sera jamais pour nous. Et puis voilà, je ne sais pas si c'était du défaitisme ou je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais ça m'avait pas, j'ai même pas eu l'idée de prendre le téléphone et d'appeler pour... ça me semblait tellement éloigné que voilà, ça ne me semblait pas possible. Par contre, il y a eu quelqu'un qui a eu l'idée de le faire, c'est René Fonton, et lui, il a appelé. Et notre première rencontre avec Biolay, elle s'est faite au Puy. En 97, on a rencontré Jacques Chiron, Jean-Louis Lenormand. Et la suite, c'est qu'on a démarré une collecte très rapidement, dès 98. Et du coup, ce qui comptait pour nous, c'était la reconnaissance. Être collecté par Biolay, c'était la reconnaissance de notre travail. Et en aucun cas, le montant de la prime bio nous a interpellés. Je veux dire, on nous aurait donné 1 centime ou une queue de cerise pour prendre notre lait bio. C'était déjà le Pérou, quoi. Fortune! Et là-bas! Quand on a démarré, ça a été très compliqué parce que, et oui, il n'y avait pas de collecte bio sur la région. Mais les laiteries ont essayé de retenir leurs producteurs bio en disant non, non, vous ne pouvez pas aller à Biolay, vous allez avoir des pénalités, on ne va pas vous payer le dernier mois de lait. Et donc, on s'est cotisé avec notre prime bio, on a monté un syndicat, le syndicat de défense des producteurs de lait biologique, et on a versé une partie de notre prime bio au syndicat. Et avec ça, on a fait les payes de lait de nos collègues qui n'avaient pas été payés le dernier mois de collecte par leurs collecteurs qui ne voulaient pas les laisser partir à Biolay. Quand on a démarré la collecte en 98, le camion était basé en Haute-Loire. Il venait collecter dans la Loire et le Rhône, on devait être 3 ou 4 à l'époque. Un deuxième chauffeur reprenait le camion, collectait la Haute-Loire. Un troisième chauffeur reprenait le camion, collectait l'Aveyron et montait le lait sur Orléans. Donc on a pu démarrer, alors la densité, je ne sais pas quel était le niveau de densité, mais on a démarré avec très peu de litres de lait au kilomètre, avec une livraison très lointaine. Mais on a pu le faire parce que nos collègues bretons ont accepté aussi de jouer le jeu et de dire, nous aussi, à travers la mutualisation des coûts de collecte et tout ça, là on a investi dans la collecte et aujourd'hui c'est payant parce qu'on est très nombreux. Donc il fallait le faire parce que le fait qu'il y ait une collecte sur le territoire a permis à des gens, dès qu'on a eu démarré, il y a des gens qui ont dit ça y est, nous on part en bio parce que ça y est, il y a une collecte. Donc il y a les gens qui étaient presque prêts et puis après il y a ceux qui se sont convertis au fur et à mesure. Mais ça a créé une vraie dynamique, quoi. Nous, de toute manière, le choix de Biolay, c'était un outil qui appartenait aux producteurs, c'était qu'une collecte de lait biologique. Et puis ensuite, ce qui avait très important aussi pour nous, c'était l'aspect de solidarité, c'est-à-dire que le producteur, quelle que soit sa situation, son lait était payé en bio, quoi. Le 1er octobre 1997, le camion Biolay était dans la cour, quoi. Donc dès le premier litre de lait, nous on a été tout de suite collectés en bio. Biolay a commencé donc sa collecte sur la région, je ne sais plus combien il collectait par jour, mais c'était pas grand-chose, je veux dire. Mais bon, et donc nous on était le premier relais local sur la région Nord-Pas-de-Calais, quoi. Donc un relais local, c'était une façon aussi d'implanter la collecte en région, quoi. Donc ça veut dire aussi, on a accepté, nous, que le camion soit dans la cour, et puis que ce soit le lieu d'embauche aussi pour les chauffeurs. Il y a eu du temps qu'on a donné, du temps passé, d'échanges, de dialogue. Enfin, je pense que je représentais l'aspect humain du relais local, quoi.
Bah, on faisait de la bio, mais On faisait déjà, oui. pas sous contrôle, quoi. On faisait de la bio. On était chez Nature et Progrès. Ah oui, c'est vrai qu'on était chez Nature et Progrès. Oui, mais ça servait à rien. Enfin, ça servait à Ça rien. servait à rien. On vendait le lait Si, en c'était- conventionnel. Oui, mais oui, on prenait le lait en conventionnel parce qu'il n'y avait pas de collecte de lait biologique ici. Bon, vous venez? Allez, viens. Allez, Agathe. Il y a du monde, oui, bon. Souris, t'es filmé. Agathe, viens. C'est la laiterie CBSA, anciennement Chambourcy à Bordeaux, qui est venue nous démarcher pour voir si on pouvait leur livrer en bio. Et là, il Donc- allait signer. C'était en quelle année? 99. Et donc on a fait une conversion à 6 mois pour le troupeau. Et le gars est venu 2-3 fois. Il est venu avec le contrat à la fin. Et c'est moi qui l'ai Toujours reçu. reçu comme c'est une cravate. C'est moi qui l'ai reçu et il n'est pas resté longtemps. C'était bien ce qu'il proposait. C'est juste qu'on avait eu affaire, j'ai eu affaire, enfin moi je l'ai senti tout de suite, à 2 abrutis. Et je me suis dit, si on a affaire à des gens comme ça, c'est pas la peine de vendre en bio. C'était des commerciaux au point barre. Et moi j'avais entendu parler de bio-lait, alors je Voilà. ne sais pas comment. J'ai peut-être lu. Je ne sais pas. J'ai dit, là il faut qu'on cherche et qu'on appelle. Et là on a appelé. Deux jours plus tard, ils sont arrivés à la On était en maison. Impressionnant. 99, tu appelles? Oui, Oui, je ne sais plus oui. qui a Ouais, appelé. bon, ça importe peu. Enfin un des deux. Et, je sais pas. et donc 2 producteurs, Martin François et Thierry Charrier, ils sont descendus 2 jours plus tard ici pour nous faire signer. Et on a signé tout de suite. Ah oui, on a signé tout de suite. Ah oui, là c'était clair. Ah oui, on a mangé une omelette et on a signé. Ceux-là, Ah mais Oui, ceux-là, ouais. ça allait très bien. Oui, oui, ils parlaient pas pareil. Enfin, je Oui. veux dire, c'était pas des commerciaux. qu'est-ce qui vous a plu à ce moment-là, enfin, dans la rencontre avec ces deux personnes-là? Ah bah ça a tout de suite Oui, collé. oui, que c'était des producteurs. Et même avec le volume de production que vous aviez, Ils Ben nous ont- oui, C'était bien pas sûr très qu'on bon, était quoi. étonnés. Pourquoi ils viennent de Limoges chercher notre lait? C'est pas possible. Et en fait, Si, Camille- si, c'était possible. mais c'est vrai qu'à cette époque-là, pour Biolay, tout était possible. C'était impressionnant. C'était une collecte tellement compliquée entre les camions qui collectent, qui vident une partie, qui continuent de collecter pour revider une autre partie, pour finir vider une dernière laiterie. C'était un truc de fou, malade, quoi. quoi, oui, oui. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Fin 2001, il y a 355 producteurs avec du lait de chèvre, de vache et de brebis sur 35 millions de litres de lait de vache. À la fin 2000-2001, bah voilà, on est un peu à l'apogée de ce système qui permet de valoriser les 3 laits un peu partout. Quand on regarde de l'extérieur, on regarde par exemple les courbes et on dit ça monte, donc c'est très bien, c'est l'euphorie. Mais ce n'est pas l'euphorie au quotidien, dans la vie réelle. Parce que la vie réelle, c'est que c'est l'angoisse tous les jours, parce que tous les jours, il y a tel camion qui est en panne à tel endroit, parce qu'il y a tel camion qui s'est enlisé, parce qu'il y a tel client qui attend le camion qui n'est pas arrivé à l'heure, et parce qu'on a le labo qui nous fait encore un contrôle, un énième contrôle inopiné, et puis qu'on a l'inspection du travail qui nous fait le énième contrôle inopiné. Et puis parce qu'on a eu affaire à peu près à tout ce qui peut arriver à une entreprise. Donc derrière ça, tiens, tu vois aussi, hein, tu vois, ça y est, il y a les vers de terre. ouais, ça coule. Tu as une vie vraiment très intense, ça y est. Et tu vois. mélanges jamais le compost et les copeaux, là? Non, j'évite de, comment dire, de faire tout ça en même temps. Je fais plutôt à part, tu vois. Tu vois, là on retrouve l'odeur de terreau de sous-bois, tu vois. Là, il est beau, là. Ah ouais, là, elle est vraiment, tu vois, opérationnelle, tu vois. Donc j'ai exercé la profession dans un format, hein,
classique à l'époque. Donc du lait intensif, système vraiment performant, hein, qu'on nous disait, hein, production. On faisait alimentation zéro pâturage. Ouais. D'accord. On amenait à l'auge parce qu'on n'avait pas les terres à côté. Ouais, c'est ça. Donc, système optimisé quoi, dans le modèle. Quoi. Et moi j'ai eu des problèmes de santé En 95. Par rapport à l'utilisation des pesticides. Donc vu les problèmes que j'avais, donc il a fallu consulter des spécialistes. Il m'avait raconté, toi Jean-Baptiste Le Provost, soit tu arrêtes ton métier ou bien tu arrêtes de manipuler ces produits-là, autrement c'est ton choix. Hein. Autrement, à ce jour, je peux te dire que la MSA ne sera pas embêtée avec ta retraite. Oui. C'était direct avant. Là, ça a eu le mérite d'être direct. Hein. Donc là, tu es confronté vraiment à des choix, tu es face à toi-même. Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu as le choix. Hein. Donc, on avait eu une réunion des producteurs qui étaient intéressés par le bio à Glomel, car Unicopa rayonnait quand même sur un territoire assez... Donc je ne sais pas combien qu'on était, une trentaine de producteurs. Car en fait, l'objectif de ces coopératives-là, c'était de garder leurs producteurs, donc à travers leur quota, en fait. C'était ça l'objectif, de garder leur volume. Et les producteurs bio faisaient partie de ce schéma-là, en fait. Donc, ce soir-là, on a pris notre décision. Et c'est ce soir-là, on a pris notre décision. Oui. On a dit, bon... On va en bio, mais on ne restera pas à Unicopa. Voilà. Ça, c'était sûr. Ah, ça, c'était clair, c'était sûr, c'était acté. Ensuite, Donc, au mois de mars suivant, il y a eu une réunion de Biolay. Et ce jour-là, on a décidé d'aller à Biolay. Et puis, ils avaient leur slogan, la bio partout et pour tous. Ça nous parlait beaucoup. Donc, ça y est, première collecte en bio à partir de août 2001 avec le camion Biolay. On arrivait à une reconnaissance, ça y est. Aujourd'hui, on est validé bio et puis c'était un aboutissement pour nous. Une fierté, quoi. Une fierté. Oui, il y avait une fierté. En agriculture, il y a plein de structures, on est très entouré, et je dirais presque qu'on est très entouré. Et là, la bio, c'était l'aboutissement, je ne sais pas, mais en tout cas, ça matérialisait ça, c'est-à-dire retrouver son indépendance, son esprit de décision et son autonomie de décision. Lactalis nous avait incité aussi, donc, par les fameuses primes de conversion, donc 20 centimes de francs, 30 euros, 1000 litres, ce qui n'est pas rien. En 2000, quand on a livré en bio, le lait conventionnel baissait, et donc le lait bio baissait aussi. Je ne trouve pas ça ni cohérent ni normal. Et puis donc, il y a une réflexion qui s'est engagée, donc à travers le syndicat AgroBio 35, le GAB, groupement d'agriculteurs bio. Et puis pour se dire, bon dans un premier temps, mais en fait, qu'est-ce que vaut notre lait? Parce que bon, on n'est pas content, mais qu'est-ce qui vaut notre lait? Et puis on a amené une réflexion là-dessus. Donc, on arrivait à cette question, notre lait, ouais, ça serait bien qu'il soit payé 3 francs, ça serait normal. Et donc, les laiteries, elles, qui disent, non, nous, vous avez déjà votre prime, bon, tant pis, le lait conventionnel baisse, c'est comme ça. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On avance, on est d'accord que 3 francs, ça serait normal, ça serait bien. Et donc, il y en a qui ont dit, si, pourquoi, et si on allait tous à Biolay? Il y en a qui ont dit ça, et si on allait tous à Biolay? L'effet d'entraînement, et là, on peserait davantage. Et puis, en plus, c'est une façon aussi de reconnaître et de soutenir des gars qui ont engagé une démarche, je te disais tout à l'heure, qui est courageuse. C'était pas sans peur, parce que on savait ce qu'on quittait. À l'époque, on était payé 2 francs 60. Et à Biolay, ils étaient sur une base de 2,40. Donc, alors moi, comme je disais, c'était un investissement. Nous, en plus, on avait des contrats, un contrat de conversion, sur lequel on était engagé sur 5 ans
après la fin de la conversion. Donc, évidemment, mise en garde. Mais nous, dans les contrats, on s'engageait à livrer pendant 5 ans. Et moi, dans mon esprit, on était tous clairs là-dessus. C'est pas dire, vous les laiteries, on ne va plus vous connaître, je l'ai déjà dit. Maintenant, c'est Biolay, formidable. L'avenir radieux, c'est à Biolay qu'il va se passer. On n'était pas du tout là-dedans. On était dire, Biolay, c'est un outil qui va nous permettre de mieux se faire entendre, d'avoir des rapports plus équilibrés. Mais on a bien l'intention d'honorer notre contrat, de continuer à livrer votre lait. Sauf que c'est pas avec votre camion, c'est avec le camion Biolay. C'était ça l'idée. Et elle était tout à fait, pour moi, plus qu'honorable, elle était cohérente et honnête. Elle était honnête par rapport aux laiteries. Et donc, mais ils ne l'ont pas entendu comme ça. Ouais. Ils ne l'ont pas entendu comme ça. Donc Lactalis a dit, non, on ne travaillera pas avec Biolay. Alors moi, c'est là où mes réticences, malheureusement, se sont confirmées. C'est que Biolay, en fait, l'a su, dans un deuxième temps, nous a accepté sans avoir un litre de contractualisé pour ce lait-là qui arrivait. Il y avait 10 millions de litres de lait bio qui arrivaient, il n'y avait pas un litre de contrat en face. Et là, je trouve que c'est une inconscience, c'est vraiment pas professionnel. Donc Lactalis a fait 2 actions. 1, j'importe. 2, je les poursuis pour le contrat non honoré. Si on ne rejoignait pas Lactalis dans les 2 mois, où je sais plus, il y avait une date butoir, on aura une astreinte de 15, qui était assez importante. 15 euros au jour, peut-être plus, 150 euros au jour, je crois, un truc comme ça. Il faudrait que je retrouve mes papiers. Il y en a 5 qui ont décidé de retourner à Lactalis assez rapidement. Vous êtes 4, vous restez. Ouais, 4 à rester. Du coup, planter la ferme, quoi. Disons que c'était, on savait qu'on avait 15 000 euros de tomber sur le nez à insister, quoi. C'est ce qui nous a été demandé. Et c'est ce qu'on a payé. 15 000 euros, oui, mais il y en a un qui a arrêté. Il y en a un autre, est-ce que c'est lié? Mais bon, au niveau familial, c'était très difficile. Et puis, financièrement, c'était très difficile. Ça, c'est clair. Et puis, vécu comme une injustice. Quand on a l'huissier à 2 reprises, une fois la veille de Noël, une fois la veille du 31 décembre, des années, parce qu'évidemment, dans ces cas-là, Lactalis, pour ça aussi, est très professionnel. Ouais. Et donc, c'était quand même assez difficile, quoi. Et puis, comme je dis, à un moment, je dis, mais ce combat, j'aime pas trop ce terme-là, mais bon, tout ce que je fais, tout ce que, pour lequel je me bats, est-ce que c'est encore du sens, quoi. On n'a pas senti un soutien franc et massif de Biolay. En fait, moi, c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui fait qu'en 2005, en 2005, j'ai rejoint les 4, on a dit, on rejoint Lactalis. Moi, ce que je me dis, c'est que c'est dommage, c'était douloureux, et pour les gars de Biolay aussi, enfin pour tout le monde, quoi. Mais bon, on peut toujours faire des constats sur ce qui n'est pas normal, sur les injustices, et puis au moins une fois dans ma vie, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres, mais au moins une fois dans ma vie, j'aurais essayé que le cours des choses change, quoi. La surprise en 2001, c'est quand même, il y a un gros morceau à avaler. Le 13 novembre 2001, il y a pour la première fois un dépôt de bilan d'un gros client, d'un bon client. On l'apprend un matin, comme toujours. Et c'est trop tard. On pouvait avoir, on savait qu'il pouvait y avoir des risques, mais pas, jusqu'au bout, on a cru que c'était pas possible. Et en 15 jours, tout bascule.
Là, on peut dire, à la limite, le 31 octobre, c'est l'apogée parce qu'on a encore monté en volume et densifié les collectes. On va réduire nos coûts de collecte, tout est bien. Et 15 jours après, ça s'inverse puisque là, il va falloir caser le lait. La concrétisation en chiffres et comptablement se passe début 2002. Quand là, vraiment, après Noël, il y a le creux du marché après Noël, et puis que vraiment, il y a beaucoup de lait vendu en conventionnel, et que c'est la crise aussi en conventionnel. Du coup, comment dire, il y a eu boycott des industriels par rapport à Biolay. Du jour au lendemain, on ne met plus de lait. Ils se débrouillent pour aller chercher du lait qui était disponible dans d'autres pays, en Allemagne, en Autriche. Où il y avait... Ça, vous avez senti que les industriels voulaient faire la peau de Biolay à ce moment-là? Oui, oui. Ah bah là c'est clair. Ça a été clair. Ça, on s'est rendu compte tout de suite. Et puis là, on s'est dit, comment on va faire pour résister à ça? Car on n'était qu'encore qu'à la construction de cette filière-là, donc on était très fragile. C'est vrai qu'on a essayé quand même de voir chacun d'entre nous, ceux qui avaient des difficultés, et on a rencontré la MSA par exemple pour les cotisations, pour essayer de trouver... Donc là il a fallu parer au plus pressé, quoi, je veux dire. En même temps, si on ne faisait pas ça, certains pouvaient quitter la bio, quoi, pour dire ça va peut-être aller mieux dans le conventionnel, quoi. Il y a des producteurs qui commencent à avoir peur, problèmes financiers, c'est là qu'en normal les nuits. Pression un peu, les chauffeurs aussi, qui étaient là, qui ramènent toujours les mêmes trucs, qui eux ont un peu peur, les producteurs leur disent, c'est un peu la chaîne quelque part de la peur un peu pour tout le monde. Des producteurs qui, sans rien dire, qui se regroupent un peu entre eux et qui quittent Biolay, un petit groupe. Donc déjà la structure qui commençait à s'étoffer, on pensait à un nouveau volume, à faire quelque chose d'intéressant, je trouvais. Et à ce moment-là, une part qui part. Moralement, là, c'est dur. Il y a quand même 5 ou 6 producteurs du Pas-de-Calais, là, qui sont partis, quoi. Qui sont partis, c'est-à-dire qui sont partis, ils ont fait le choix, Biolay, pour eux, ils n'y croyaient plus, quoi. Donc, ils sont partis, ils ont eu un autre collecteur, quoi, en bio. À cette époque-là, en étant président de Biolay, c'était pas... La priorité, c'était pas ma ferme, et qu'est-ce que va faire la crise sur ma ferme? La priorité, c'était pérenniser le groupement. Comment on allait passer cette crise, comment on allait en sortir renforcé pour la suite. Comment ça allait nous servir de leçon, et puis essayer de gérer au mieux tout ce qu'il y a eu à gérer dans ce moment-là. Et des choses difficiles comme les licenciements, l'arrêt de collecte de certaines zones pour les mutualiser ou pour les mettre en accord de collecte. Enfin, ça a été beaucoup de chamboulements, et notamment ça nous a énormément chamboulé parce qu'on était persuadé d'avoir raison, c'est-à-dire qu'on était persuadé d'être dans le vrai, dans le juste. On faisait de l'agriculture bio. Les mentalités étaient en train d'évoluer par rapport à aux pollutions agricoles et tout ça. Donc on était persuadé d'être dans un vrai combat qui devait être reconnu légitimement par tout le monde, par l'État, etc. Et on pensait qu'on n'allait pas tomber. Et en fait, on est tombé parce que ça a été à nous de trouver les solutions, et personne n'a cherché ou à trouver des solutions à notre place. Comptablement, ça ne peut pas passer. Le trou est entre le prix où on paye les producteurs aujourd'hui et les résultats qu'on est en train d'avoir, ça ne peut pas le faire du tout. Donc voilà à peu près les chiffres sur l'année, ce que ça fera à la fin de l'année si on ne bouge pas, si on continue comme si de rien n'était. Et donc on ferme la boutique à la fin de l'année. Donc il faut des solutions qui soient à la mesure de ça. La question n'est pas juste qu'on va perdre 10 € des millilitres, c'est que Biolay s'arrête en cours d'année. Mais on a la possibilité d'éviter ça. Et la seule, qui évidemment ne fait pas plaisir, mais qui est la seule solution, si on arrête les collectes les plus coûteuses, on peut économiser 30% des kilomètres en recasant 10% des volumes en conventionnel sans avoir à le brader, quoi. Et effectivement, on a arrêté des zones de collecte. On a arrêté de collecter, mais les producteurs sont toujours restés au sein de Biolay, ont toujours eu une plus-value par Biolay. On était considérés, on avait le terme mutualisé, mais en fait on était collectés par Sodial, mais nous on continuait à être payés directement par Biolay. Sur le coup, c'était, on va dire, désagréable. Vraiment sur le coup. Quand j'ai reçu l'appel, je
Je pense que c'était Jacques Chiron, j'en suis pas sûre. Quand j'ai reçu l'appel, bon ben voilà, j'ai réagi en disant mais vous vous rendez compte de ce que ça représente? On avait commencé à lancer une dynamique et tout quoi. Et bah oui, mais enfin j'ai compris les raisons. Enfin, et j'ai accepté les raisons. Mais mon point de vue de producteur, c'était désagréable. Et j'ai eu de la chance personnellement qu'un GIE a accepté de me collecter. En bio? Pour Biolay. Non, en conventionnel bien sûr. Donc Biolay Mais payé par vendait le Biolay. lait, départ ferme à ce GIE. Et donc j'ai gardé ma fiche de paye et Biolay. Il y en a énormément dans lesquels on a obligé de quitter Biolay, de rejoindre une autre coopérative, vendre le lait en conventionnel, obligatoirement. Et après, ils envoyaient la fiche de paye de la coopérative à Biolay, et Biolay payait le supplément. Ça, je trouvais que ça c'était beaucoup plus dur. Oui. Donc moi j'ai eu un peu de la chance de ce côté-là, de rester chez Biolay que Biolay vendait son lait en conventionnel, ça arrivait déjà. Ça arrivait déjà, donc c'était pas un drame. Notre problème, c'était de vendre tout le lait en bio et on s'est trouvé à un moment donné à ne pas pouvoir commercialiser tout notre lait en bio parce que le marché n'était plus en phase de la production. Et que du coup, c'est plutôt Biolay qui a servi de tampon pour l'ensemble de la filière française et qui a absorbé les volumes en conventionnel. Et qu'il fallait juste qu'on puisse rebondir et tenir bon. Mais tenir bon, ça voulait dire aussi que les adhérents de Biolay, ils tiennent bon parce que la structure, elle est quand même au service des adhérents. Et il s'agit bien là d'une problématique adhérent, c'est-à-dire que le prix, forcément le prix a baissé et qu'il fallait croire au projet et croire en la structure pour qu'elle se pérennise, quoi. Et puis les autres propriétaires, les autres producteurs, pardon, disaient « Oh oui, c'est malheureux pour vous. » Et c'était comme si c'était fini, quoi. Ça y est, ça y est. Oui. Ça y est. Alors ils présentaient presque leurs condoléances. Biolay, c'est terminé, quoi. C'est terminé. Ça, c'était quelques jours avant l'AG, quoi. Ah, oui, oui. Où tout le monde pensait, ça y est, c'est acté, Biolay, c'est fini, quoi. Oui. L'AG extraordinaire, là, dont on parlait, avec un vote crucial, c'est là qu'on continue ou qu'on s'arrête. Et là c'est un temps mais fort, mais très fort aussi. Très très fort. Là j'ai eu un doute. Tu as eu un doute sur le fait que ça allait continuer ou pas. Sur le fait du choix des producteurs. Ouais, parce qu'on avait quand même pas mal de gens qui étaient arrivés depuis pas longtemps et qui pouvaient toucher plus. Ouais, c'est ça le truc, quoi. Même si la crise était partout, il y avait des structures qui avaient les reins beaucoup plus solides que nous à l'époque et qui étaient capables ne serait-ce que par une péréquation entre le conventionnel et le bio, de passer un peu d'argent d'un côté à l'autre. Et nous, on n'était que du bio. On ne pouvait pas faire ça. Et ouais, j'ai eu un doute. Ouais. Et donc il y a eu cette fameuse AG à Saffré. Oh oui. Et puis là, on s'était organisé pour y aller tous, le groupe des Côtes d'Armor. Et puis on disait bon, comment ça va se passer, tout ça. On était très très inquiets. Et puis on se dit, et puis après tout, il faut qu'on continue, on n'a plus rien à perdre et on verra bien, quoi. Donc après il y a eu du débat et puis un vote. Et puis là ça a été validé à une très grande majorité. Oui. Biolay continue. Biolay est sauvé. Ce jour-là, Biolay est sauvé, vraiment. Quand le vote a été fait, là je me suis dit là on tient quelque chose. Là on a une structure extraordinaire avec des gens mais qu'on est coronesses, comme on dirait. Oui, parce que c'est pas rien. Là c'est compliqué. C'était 85% des qui avaient voté oui, pour la continuation. Ouais. Donc pas rien, autant de gens qui se disent c'est dur dans nos fermes. C'était très dur pour certains. Ouais. Et on continue ça, l'aventure. Ouais, c'était. Ouais, là, il y avait de quoi pleurer aussi. Et je pense même qu'il y en a qui ont dû verser une larme. Là, tu es fier de tout ce que tu as mis en place et de la confiance que tu as réussi à donner aux gens, même si la confiance, elle était à ébranler. Mais la confiance dans le projet quand même, quoi. Ceux qui ont réussi, ce sont les adhérents de Biolay, en fait. C'est pas la structure Biolay, ce sont les adhérents tous ensemble qui ont réussi, qui ont dit on tient bon, on avance et on sera là demain. Et effectivement, Paris gagné. Bravo. Bravo à tous.
il y a cette expérience de crise qui a amené qu'il y a maintenant une plus forte réflexion économique qu'il y a eu par le passé, quoi. L'objectif, il est toujours le même, mais on ne va pas forcément dire oui tout de suite à un producteur, il reste dans le fichier et on voit si on a d'autres demandes d'adhésion plus tard qui arrivent pour pouvoir démarrer quelque chose. Effectivement, on a tenté le contact avec Biolay et donc ils nous ont dit effectivement on peut venir sur votre territoire, mais il faudra faire une réunion parce qu'on vous dit de suite, si vous êtes seul à ramasser le lait, c'est pas possible. Au niveau économique, la collecte ne pourra pas être mise en place. Voilà. Il y a 3 personnes qui étaient à peu près intéressées, 2 qui partaient de suite, il y en avait une encore qui hésitait, donc la collecte effectivement n'était pas mise en place. Après un coup de bol, notre ancienne coopérative a lâché d'autres producteurs biologiques qui étaient en Dordogne. Du coup, Biolay les a récupérés, ils s'approchaient vers chez nous. Ils ont dit, là, on peut venir vous ramasser. Il fallait maintenir le projet, quoi. Enfin, le projet, pour qu'on n'aille pas vers du pur économique. Le pur économique, c'était des zones comme ici, il n'y avait plus, Biolay ne collectait plus. Enfin, à l'extrême, c'était ça, quoi. Pour moi, il y avait une cohérence à travailler sur cette zone-là, même si, enfin, en 2008, 2009, même si économiquement, c'était évident que ce n'était pas aujourd'hui intéressant, il y avait cette cohérence. Avoir un engagement pour confronter l'économique aux dimensions environnement, social, etc., c'est intéressant. Et puis, du coup, on n'est plus que dans le dire, on est dans le faire, et quand je dis on est dans le faire, aussi par rapport dans un rapport à ce qu'on appelle le capitalisme, ce méchant truc qui gère l'économie, quoi. Après, il y a eu ce qui s'est passé en 2008. Oui, la crise conventionnelle. En conventionnel, en 2009, là, il y a, comment dire, ça a intéressé du monde par rapport... parce qu'à Biolay, à l'époque, et en bio en général, le prix était quand même assez rémunérateur, et surtout à Biolay. Il y avait un marché qui était très demandeur. Du coup, les choses s'étaient calées, hein, la consommation, tout ça, ça tirait. Donc, comment dire... Moi, j'ai toujours été pour que Biolay se développe parce qu'il faut toujours peser dans la filière, il faut toujours en représenter un poids pour être respecté et être entendu, quoi. Après, il y a eu les vagues de conversion plusieurs fois. À chaque fois, c'est un changement d'échelle. Et en même temps, au départ, à chaque région, c'était une mutation aussi. On passait un cap, on changeait de catégorie à chaque fois. On peut se poser quand même la question, parce que c'est vrai que de cette évolution de Biolay, très forte, hein, où quand on collectait 30 millions de litres de lait, aujourd'hui 30 ou 40 millions, aujourd'hui on en a à combien, hein, 120, 140 largement. Je me dis, c'est vraiment que Biolay garde sa taille humaine, quoi. Le risque, d'ailleurs, qui a failli entraîner Biolay à l'époque, c'est d'être la variable d'ajustement du marché, quoi, hein. Donc voilà, il faut une taille suffisante pour ne pas être cette variable d'ajustement, quoi. Après, de l'autre côté, il ne faut pas que la taille, la superstructure pèse tellement qu'elle empêche des innovations ou des décisions à prendre, ou que ça pèse trop par rapport au coût, et voilà, ça doit être le contraire, quoi. Donc c'est ça sur quoi il faut être vigilant, quoi. Mais quand on est engagé dans un chemin, il ne faut pas tergiverser. Voilà, aujourd'hui, il faut que Biolay se développe partout et pour tout. Ça semble une évidence. Ouais. Si la finalité, c'est l'intérêt de l'adhérent, des producteurs, le Biolay peut grossir, doubler, tripler. Si la finalité, c'est toujours l'adhérent, il n'y aura pas, me semble-t-il, de difficulté. À partir du moment où on a toujours
Enfin, la parole, j'ai quand même l'impression que ça reste très démocratique dans le fonctionnement. Après, je me dis, plus on est nombreux, mieux c'est. Enfin, si ça peut permettre à d'autres producteurs d'être collectés en bio et dans des secteurs où certainement ils ne seraient pas collectés par d'autres industriels, tant mieux. Enfin, je trouve c'est plutôt une réussite quelque part. Après, c'est vrai qu'au niveau commercial, ça veut dire qu'après, c'est aussi d'autres questionnements sur les débouchés commerciaux. Mais voilà, tant que ça permet à d'autres producteurs de passer en bio et de valoriser leur production, je trouve que c'est bien. Aujourd'hui, le Biolay, personne ne le conteste ni le remet en cause, j'ai pas l'impression. Enfin, ça fait partie, c'est même reconnu pour la qualité de son travail, la qualité de la collecte, les rigueurs, tout ce qui a été mis en place. Il y a eu... Alors, après, le salariat fait aussi qu'on peut arriver à ces choses-là. Il y a un moment où le bénévolat et le temps passé, c'est plus possible. Biolay, c'est quand même construit avec des équipes de salariés d'un grand professionnalisme. Et ce qui fait que ce métier unique et original de rapprocher tous les jours le lait de 600 fermes d'une soixantaine d'industriels et artisans en France, c'est un vrai challenge en termes de logistique. Je crois qu'on est reconnu pour ça, et ça on le doit à l'équipe salariée, quoi. Nous, producteurs, on porte les idées telles que j'ai exprimées tout à l'heure, mais s'il n'y avait pas ce boulot qui a vraiment son originalité et qui structure la filière, être capable d'envoyer 12 citernes de lait bio le même jour, à telle heure, sur tel endroit, aujourd'hui, il n'y a quasiment que nous à pouvoir faire ça en France, quoi. C'est pas rien, quoi. C'est vrai que pour avoir des relations avec les industriels, le travail il est différent. C'est-à-dire il faut que ce soit des professionnels qui s'en chargent pour ensuite vendre le lait qui était collecté par les laitiers. Mais au niveau des producteurs, aller à la recherche de nouveaux adhérents, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un plus compétent qu'un producteur lui-même. Le fait que la structure prend de l'ampleur, il faut voir aussi que c'est une opportunité pour mettre des moyens commerciaux, donc embaucher des gens aussi. Donc c'est pas que, faut pas n'avoir qu'une crainte par rapport au fait que la structure grossisse et qu'on ait plus de salariés. C'est aussi une opportunité. L'important c'est de trouver le fonctionnement entre direction et l'administration de Biolay et le conseil d'administration, et qui fait quoi et quels sont les domaines de toute façon de décision qui doivent rester à la fois au conseil d'administration, à l'AG, débattu en structure locale, et puis ce qui relève de la gestion administrative et commerciale qui doit être aussi déléguée à un directeur et à des cadres, quoi. C'est l'équilibre, à mon avis, c'est ça qui fera l'équilibre entre le pur économique vont nous balancer les salariés, et ils ont raison. Et c'est leur boulot. Ouais. C'est leur boulot, donc ils font du bon boulot dans ce sens-là, et c'est très bien. Et la balance entre les administrateurs qui auront la capacité et les salariés qui auront aussi la capacité à naviguer entre les deux, quoi. C'est aussi les assemblées générales, la présence des producteurs aux assemblées générales, la dynamique qu'il peut y avoir, c'est tout ça. Camille, tu peux ouvrir, les vaches elles arrivent. Moi je me dis, vu comment ça fonctionne, notamment à l'AG, aux AG, si les producteurs ont goûté une fois à l'ambiance de l'AG, tu as envie d'y retourner. Parce qu'il y a des groupes de travail la première après-midi. Et donc là, c'est un moyen vraiment super, quoi, pour pouvoir exprimer son avis, échanger avec les autres producteurs. On fait des connaissances selon aussi les régions. Chacun a la culture différente, et je pense que le fait qu'on ait des différentes cultures, même si on exerce le même métier, on a des différentes formations, on a des différentes régions, et je pense que c'est ça ce qui enrichit après les décisions de conseil. Quand tu as fait une AG, après,
plus la même personne. C'est-à-dire Nager, c'est extraordinaire. C'est un échange humain, un échange d'idées, un échange de points de vue. Voilà, j'ai entendu tellement de gens me dire, on a l'impression de revivre que c'est un bonheur, quoi. Il y a la bière. Allez. Tu marchais après là. Allez, une autre fille. Une autre petite vache. Les assemblées générales. Ici, on l'avait à 5 km. Notre ancienne laiterie, les dernières années, on n'y allait plus, quoi. Et donc la première AG qu'on a fait à Biolay était à Treguen. On a fait quand même 800 bornes pour aller à une AG. À une AG. Mais on ne regrette pas et ça devrait être obligatoire en fait. Pour les nouveaux qui arrivent, ils devraient faire une AG pour se rendre compte en fait du mouvement de Biolay et de pouvoir qu'on peut avoir. Et puis ça remotive, on revient là, voilà. Des fois on est un peu seul dans notre coin, et là on se retrouve tous ensemble. Ouais, ils y arrivent, bon, on va y arriver, quoi. Et des fois, il y avait des AG avec des débats très très animés, mais très très enrichissants. Je me suis dit des fois, mais il y a un niveau ici. Ah ouais, c'est. Mais je l'ai entendu souvent, ça. Le conseil d'administration a fait des propositions à l'Assemblée générale qui ont des fois été refoulées. Pas plus tard que la dernière Assemblée générale, il y a eu un débat sur le nom de ce qu'on voulait appeler une charte. C'est pas passé, on a appelé ça démarche. 2 ans auparavant, on se rendait compte que le groupement grossissant, c'était difficile d'obtenir le quorum. Il y a une année, en 2011, on était passé à nouveau après. Du coup, la question avait été posée en CA après, on s'est dit, il ne faut pas qu'on déconne. Enfin, une AG, ça coûte du pognon de déplacer autant de monde, tout. On va proposer de ramener le quorum à 40%, donc au lieu des 50% prévus dans les statuts de départ. On propose ça à l'AG en 2012, refoulé, les 3/4 de l'AG ont dit non, on maintient le quorum à 50%. Depuis, on n'a pas eu de problème de participation, le quorum a toujours été respecté. Et je trouve que ça, c'est l'originalité du groupement. On a reçu notre panneau une semaine avant et puis on l'a affiché sur la porte de la laiterie. Tout fier. Notre panneau de Biolay, quoi. Vous étiez tout fiers? Ah bah ouais. Et quand le camion est arrivé la première fois? Ah bah ouais, on l'a pris en photo dans l'histoire de la ferme. Ouais. Bah ouais. Bah, une On fierté avait quand même. les yeux qui picotaient. Quoi, ça y est. L'agriculture conventionnelle aujourd'hui réduit les agriculteurs au stade simplement de main-d'œuvre payée à coups de pied dans le cul, et c'est vraiment une prolétarisation de l'agriculture, quoi. Et donc volontairement on est sorti de ce système-là, quoi. C'est compliqué de nos jours à avoir un développement de la viande bio. Autant en lait, on a l'impression qu'il est beaucoup plus facile d'acheter du lait bio, enfin beaucoup plus accessible en fait à tout le monde que d'acheter de la viande bio, quoi. Voilà, c'était aussi une de nos réflexions, et une des raisons pour lesquelles on s'est dit on va pas réussir à... Enfin, on a un petit peu plus de mal à voir un avenir, un bel avenir en viande bio, alors qu'on le voit, on a l'impression que ça sera plus porteur en fait en lait bio, quoi. On écoute à la fois nos terrains, nos animaux, et de ce fait, je pense que derrière découle une bonne approche en termes de technique, itinéraire technique, quoi. Simple et efficiente pour le coup.
moi je suis fière d'être éleveur. J'ai l'impression en plus qu'il y a un changement quand même dans le regard des gens de la société civile en général. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à nos métiers et particulièrement aux gens qui le font de façon propre, quoi, qui essaient de le faire proprement. Il y a 2 ans de ça, là, on avait une recommandation de 5% de la part des biolets, voilà, qu'il fallait freiner un peu, et tout le monde a joué le jeu, quoi. C'est là qu'on voit que si à l'échelle d'un pays, tout le monde est capable de le faire, c'est formidable. L'élément qui sera décisif par rapport à voilà, cette crainte qu'on peut avoir que si on devient plus nombreux, que cet état d'esprit disparaisse, quoi. Moi, je pense que si on arrive à passer le cap de l'après-quota, rester solidaire par rapport à la production et voilà, produire juste ce qu'il faut produire pour ne pas casser le prix, si on arrive à passer ce cap, je pense que le Biolay a de beaux jours devant lui. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la fin des quotas, aujourd'hui on rentre dans un cycle de contractualisation. Il y a toujours des inconvénients et des avantages. Pour le coup, ça donne de la flexibilité. Ça pourrait permettre maintenant à tout un chacun qui désire démarrer dans la production laitière, où qu'il soit, en accord avec un organisme collecteur, de se lancer dans la production. Ça permet aussi à Biolay de rentrer dans ce nouveau règne quelque part, si je puis me permettre. Voilà, voilà, dans un système dit un peu plus libéral, il faut bien aussi l'appréhender de la part d'une coopérative telle que Biolay, quoi. Le fait d'être confronté au milieu économique autour et puis d'aller négocier avec des grands groupes, avec des gens comme ça, de voir comment ça fonctionne, c'est pas réjouissant, forcément d'ailleurs, mais ça conforte dans l'idée qu'il faut réinventer un autre modèle économique quand même, avec d'autres relations entre les gens. Et voilà, on est dans un système libéral, on ne va pas le changer comme ça, mais on peut le rendre plus humain un peu quand même, quoi, je crois. Et je crois que c'est un peu ça Biolay quand même, ce que Biolay a fait. C'est important parce qu'effectivement nous on est porteurs de l'histoire et on la connaît, donc ça nous semble évident. Mais effectivement, des gens qui arrivent aujourd'hui à Biolay pourraient plutôt se comporter comme des consommateurs de la structure, entre guillemets. Et c'est important, je crois, de continuer à faire partager le projet de Biolay, que les gens comprennent dans quelle entreprise ils arrivent, quoi. Enfin, chez mon jeune associé, là, il ne se sent pas de Biolay. Il est arrivé il y a 1 an, il y a 2 ans qu'il est sur la ferme. Mais Biolay, qu'est-ce qu'il en connaît? Il ne voit rien. Il y a un camion qui est de Sodial, il a été à une réunion ou 2 de structure locale, c'est tout. Il a bien compris l'intérêt de Biolay, mais il ne peut pas se sentir dedans. Enfin, il n'a pas fait d'AG encore, ni de choses comme ça. Donc, ça en fait peut-être une AG, peut-être ça va... Mais il faut qu'il y ait des choses, ça ne se fait pas tout seul. C'est un peu comme mon troupeau, quoi. Je transmettrai, quoi. Donc, il faudrait que la jeune génération y croit aussi, quoi. Je pense qu'il y a des dynamiques qui peuvent... oui, des jeunes qui peuvent avoir envie de porter ça, quoi. C'est pas que la collecte, c'est pas que la valorisation. Il y a autre chose d'ailleurs de plus important à mon avis. Et c'est ça, à mon avis, si on ne tient pas ça, à mon avis, c'est ça la valeur de Biolay quelque part et l'avenir de Biolay. Alors je ne veux pas dire qu'il faut qu'il y ait toujours des historiques en place, mais c'est bien qu'il y en ait quelques-uns qui restent. Alors ça ne durera pas éternellement, hein, mais il faut que l'histoire se transmette quand même. Et qu'on se rappelle d'où on vient. Et si ça se passe comme ça, pas de raison. Pas de raison que ça se passe mal. Le grand sujet du moment, c'est ça, la transmission, car on se rend compte qu'à Biolay, les plus de 50 ans, les producteurs, je crois, représentent autour de 40 millions de litres de lait. Donc sur les 135 millions qui sont collectés aujourd'hui. Oui, donc il y a un sacré enjeu derrière ce constat-là, quoi. C'est vrai que ça fait partie aussi de la vie de Biolay, hein, je veux dire, la transmission. Je pense que c'est quelque chose sur lequel vraiment il faut y réfléchir. Bon, Biolay réfléchit, mais travailler, oui, avec Terre de Liens ou en réseau, justement, je pense que ça y va de la vie de Biolay, oui, future, quoi. Je pense aussi à ma sortie de carrière. Hein. Donc,
Comme ces dernières années, on réduisait un petit peu la toile au niveau vache et au point de vue charge de travail, bah, nos enfants se sont manifestés à un moment donné. Ils ont dit hop, il est temps peut-être de passer une information. Arrêtez de réduire. Arrêtez de réduire. Nous, on est intéressés par la reprise. On leur a bien posé cette question-là, mais pourquoi vous revenez? Vous avez fait de grandes études, comment dire, vous avez un bon boulot, un bon salaire. Ah ben nous, c'est un choix de vie. Oui. Ils nous ont précisé tout dernièrement, de toute manière, ils ont dit si la ferme n'aurait pas été bio, je ne pense pas qu'on se serait installé en tant que paysan. Donc nous... La transmission, elle est possible parce que vous avez fait toute cette démarche-là. Ah bah oui, là et qu'on est à Biolay aussi. Et qu'on est à Biolay, qu'on ait une structure de... Et pourquoi? Voilà, parce qu'ils aiment le schéma Biolay. Ouais, c'est ça. Puis ça correspond complètement à, comment dire, à ce que la place qu'un producteur doit avoir dans son rôle de paysan, en fait. On produit et puis après, on s'occupe quand même un peu de ce qui se passe après, quoi. La collecte, la commercialisation, les partenariats qu'on a pu faire avec différents transformateurs. Ah, mais c'est une belle histoire. Belle récompense, comme tu dis. Belle récompense, oui. Quand on est à Biolay, on acquiert une culture commune à laquelle on est attaché et qu'on a envie de défendre collectivement. Je crois surtout que Biolay a une âme comme tout acteur individuel ou collectif. Et c'est l'âme de Biolay qui elle, fait qu'elle est en gros présente dans chaque adhérent. Bah pour ma part, je pense que rien n'est éternel. Biolay est en croissance, tant mieux, il faut que ça croisse encore, voilà. Il y aura sûrement une phase de plateau, une décroissance après, et Biolay n'existera sûrement plus dans 100 ans, évidemment. Donc voilà, c'est tout, nous non plus d'ailleurs, donc quelle importance, hein. Non mais c'est vrai, donc faut pas trop se battre la coulpe avec ça, comment dire, cristalliser un peu la réflexion uniquement sur le fait que peut-être qu'il y a un risque. Sur la peur, quoi. Oh, ouais, voilà, quoi. Non, pour l'instant, il faut y aller, point barre. De toute façon, ce qui compte, c'est que la bio se développe, ça c'est net. Biolay, c'est un outil de développement de la bio, donc il n'y a pas de demi-mesure, il faut y aller, quoi, c'est sûr. Biolay, comment dire, c'est tout jeune. Oui. C'est tout jeune, Biolay. 20 ans, 20 ans, on va avoir 20 ans là, c'est une toute jeune histoire. Et puis l'histoire de Biolay, elle s'écrit tous les jours. Et puis c'est une histoire qui va continuer avec, comment dire, et elle va se faire toujours avec les producteurs. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, des très bas. Donc en connaissant un petit peu l'histoire, je me dis, Biolay a tiré les leçons de ces bas-là, quoi. Et puis, j'ai confiance.